Bienvenue sur l'entreprise de demain, le podcast qui porte la voix des pionniers qui œuvrent à une entreprise conjuguant humain, impact et performance. Le podcast qui inspire les DRH, les dirigeants, les managers, qui leur donne envie et les clés pour agir. Je suis Delphine Zanelli, conférencière, formatrice et facilitatrice. Mon métier ? Faire de vos managers des leaders qui libèrent le potentiel de leurs équipes et stimulent la croissance de leur entreprise. Ce podcast n'est pas un mode d'emploi. Mon ambition, ici, est de poser les vrais sujets, ceux qui vous questionnent au quotidien, de les aborder avec des profils d'invités variés, d'apporter un regard nuancé et de proposer des clés d'action très concrètes. Libre à vous d'y piocher ce qui vous inspire et qui fait écho avec les problématiques que vous rencontrez dans le contexte de votre entreprise, pour faire de vos managers des leaders ou devenir le leader que vous voulez être. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes toujours dans la saison 7, une saison pour laquelle je voulais avoir un regard prospectif, parler d'IA, c'est le sujet du jour, de soft skills, on en a parlé, de parcours collaborateur, de mode de travail, de management, de leadership, forcément, on en parlera la semaine prochaine. On va balayer tous ces sujets avec des professionnels DRH, des dirigeants et des auteurs. J'ai la chance pour cette saison d'avoir un partenaire de choix, 365 Talents, un partenaire visionnaire dont la spécialité est le monde des compétences. Ils offrent un mix de technologies de pointe, de conseils stratégiques, de gestion de projet RH pour vous permettre de redéfinir la façon dont vous identifiez, entretenez et développez les talents dans votre entreprise. En partenariat avec leurs clients, ils construisent des organisations basées sur les compétences et créent un monde du travail plus transparent, inclusif, tourné vers l'avenir, où chaque individu a le pouvoir de façonner son parcours professionnel. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Samuel Durand. Samuel que vous avez déjà pu entendre sur ce podcast. Samuel est un explorateur du futur du travail et auteur de nombreux documentaires, dont le dernier en date est Hi at Work, Who Runs the Office. Samuel dit « Ce ne sont pas les dirigeants qui identifieront les gains de productivité liés à l'IA, mais les collaborateurs. Ils doivent donc être très en confiance sur la manière dont ces gains vont être alloués pour en faire part. » Alors, ça m'amène à la réflexion suivante. Et si parfois autour de l'IA, on se trompait de débat ? Si le sujet n'était pas plutôt la confiance ? C'est ce que nous allons investiguer avec Sam. J'apprécie beaucoup les documentaires de Sam et mes échanges avec lui. C'est pour ça que j'ai voulu le recevoir à nouveau sur le podcast. Sam est avant tout un explorateur qui investigue des sujets brûlants. L'IA, le documentaire précédent, c'était la semaine des 4 jours, on en parle aussi dans l'épisode. Il part à la recherche de bonnes pratiques. Il élargit notre champ de réflexion et nous amène souvent sur des chemins inattendus. J'ai voulu savoir, aujourd'hui, j'ai voulu recueillir sa propre vision des choses, comprendre comment ces investigations nourrissent et font évoluer sa réflexion. Et vous ne serez pas déçus. En prime, Sam nous dévoile la thématique de son prochain documentaire. Alors bonne écoute. Bonjour Sam. Salut Delphine. Je veux bien que tu commences par te présenter pour les auditeurs et auditrices. Eh ben oui, ça fait 4-5 ans que j'explore les transformations du travail. J'ai démarré en réalisant une Learning Expedition où je suis parti à la rencontre de pionniers qui avaient des pratiques innovantes sur le management, sur l'organisation, sur les outils. Et en rentrant de ce petit tour du monde, où j'avais rencontré une centaine de personnes, je me suis mis à réaliser des documentaires pour raconter ces apprentissages, toutes ces bonnes pratiques qui font le travail de demain, qui permettent d'améliorer à la fois le bien-être et la performance en entreprise. Et j'en ai fait 4, je crois qu'on va parler de certains d'entre eux, et ces documentaires qui sont utilisés pour être diffusés en école et en entreprise comme des points de départ de conversation sur le travail. Comment tu définirais ta mission, ton métier, parce que tu fais des documentaires, mais ça va. Qu'est-ce qui motive ça au départ ? Je crois que ce qui relie tout ce que je fais, c'est le côté auteur, c'est l'écriture. Parce que j'écris des documentaires, j'écris des BD, j'écris des newsletters tout le temps, des posts LinkedIn, j'ai écrit une expo photo, même si c'est une façon d'écrire ça, et des événements. Donc j'écris, et je pense que ma mission, elle est double, elle est d'aller explorer. Moi je me définis comme un explorateur, tu vois. Quand je donne des conférences, je commence toujours par dire que je me présente pas à eux comme un sachant, mais comme un explorateur, comme quelqu'un qui vient leur apporter du contenu de ce qu'on fait d'autres entreprises qui fonctionnent bien et de comment est-ce qu'on peut s'en inspirer. Et je pense qu'aujourd'hui, j'aime autant aller du coup défricher des bonnes pratiques à droite à gauche que de trouver le bon format
pour amener le contenu auprès des bonnes personnes. Et je m'éclate autant sur le côté créatif de faire un documentaire ou une expo photo que d'aller rencontrer des pionniers et découvrir tout ce qu'ils ont fait de chouette. Moi, je dirais que tu vas un peu plus loin que l'exploration, puisque mon avis personnel en sortant de tes documentaires, c'est que tu fais avancer la réflexion. Alors, la réflexion collective et la réflexion individuelle, de personnes qui sont en charge ou pas de sujets, ou qui sont acteurs avec ces sujets. Donc, parce que c'est vrai que l'échange de bonnes pratiques, ça peut être un catalogue. Tu problématises beaucoup, en fait. Tu essayes de tirer un fil. Oui. Alors, c'est des documentaires, donc c'est pas scripté, et forcément, on va chercher et on voit ce qu'on trouve par rapport à ce que les speakers nous donnent. Mais évidemment, il y a un peu ma vision dans l'histoire. Et j'amène un petit peu quand même la réflexion. Alors, il y a plein de gens qui retiennent des choses différentes. On a une dizaine de speakers à chaque fois, et quand je pose la question, quel est le speaker ou l'idée qui vous a marqué, c'est jamais la même chose. Mais forcément, alors soit à travers une voix off, soit à travers dans le dernier la fiction, il y a ma vision derrière tout ça. Parce que moi, j'ai bossé sur le sujet pendant 12 mois quand on fait un documentaire, et donc en 12 mois j'ai eu le temps de faire mieux ma propre réflexion, et je guide un peu la réflexion. Il faut se dire aussi que sur un documentaire qui dure 1 heure, nous on a à peu près 10 à 12 heures d'interview. Donc ce qu'on va garder, c'est peut-être je sais pas, c'est même pas 10% de ce qu'on a, en fait c'est ce qu'on a envie de faire voir aussi. Alors on va parler de ton dernier documentaire pour commencer, sur l'IA. Ouais. Donc, sans nous dévoiler le documentaire, quelle est ta vision de l'impact de l'IA sur demain, d'une manière générale? Après, on verra sur les points plus détaillés. Alors, le documentaire, il s'appelle, et je vais dire le titre parce que la réflexion, elle part de là, il s'appelle AI at Work, Who Runs the Office? Donc, la question de départ, c'est de se demander qui va être en charge, en fait, à la fin. Est-ce qu'on utilise l'intelligence artificielle pour produire plus, comme ce qu'on a toujours fait, ou est-ce qu'on l'utilise pour améliorer la façon dont on travaille? Et améliorer la façon dont on travaille, c'est améliorer la qualité de ce qu'on fait et améliorer peut-être le bien-être aussi au travail, la qualité de vie au travail. Donc ça, c'est la question de départ et on essaie d'y répondre de plein de façons différentes. Mon intuition, c'est que on a tendance à s'inquiéter énormément du remplacement. Et à ne pas voir les possibilités d'augmentation du travail. Moi, de tout ce que j'ai vu très peu de cas de remplacement d'humains par des IA. J'ai vu beaucoup de cas aujourd'hui, là, on parle maintenant, on enregistre le podcast en 2024, hein, c'est pas forcément vrai dans des années, mais en tout cas en 2024, de ce que j'ai vu, c'est des usages où l'IA nous permet de faire de nouvelles choses, ou nous permet de faire des choses qu'on faisait déjà, mais un peu mieux. Donc, rarement de remplacer. Et d'ailleurs, même, tu vois, j'ai fait un documentaire sur l'IA qui incite à tester les IA, mais là, tu vois, je serais un peu plus prudent et je dirais plutôt que tout ce que j'ai vu, c'est des cas d'usage qui sont secondaires, en fait. C'est jamais des choses avec une énorme valeur ajoutée. Aujourd'hui, les cas d'usage qu'on voit, c'est des petits trucs qui n'apportent pas une valeur gigantesque à ton métier, qui permettent de faire des choses différemment. Alors, toi et moi, on est typiquement dans la cible de gens, on crée du contenu. On est typiquement dans la cible de gens qui devraient utiliser l'IA tout le temps, en tout cas dont les jobs seraient menacés potentiellement par l'IA, parce qu'on l'utilise tout le temps. Moi, depuis 1 an, je l'utilise pour faire des choses que je faisais, soit que je déléguais un petit peu, soit que je faisais pas moi, tu vois, mais ça va être de l'illustration, ça va être de l'aide sur la création de contenu, ça va être de la traduction, ça va être des choses comme ça. Mais c'est des petites tâches sur lesquelles, en fait, c'est pas révolutionnaire, ça va pas complètement transformer mon métier. Et je pense que j'ai vu beaucoup de cas d'usage en RH, pareil, qui permettent d'augmenter. Tu vois, tu vas utiliser l'IA pour aller en RH, typiquement, aider à rédiger une offre d'emploi, pour avoir plus de vision sur les compétences que tu as dans ton entreprise. Et du coup, quand tu fais des entretiens de recrutement, avoir plus de choses à raconter au candidat sur ce qu'il va pouvoir vivre dans l'aventure. Tu vas pouvoir l'utiliser aussi, peut-être, pour personnaliser une expérience d'apprentissage ou une mise en situation sur un entretien. C'est ce genre de choses. Mais tu vas pas remplacer fondamentalement la valeur de l'humain sur un tas de sujets. Le seul cas où je l'ai vu vraiment remplacer un peu une partie du job, c'est sur le développement web. Tu vois, il y a quand même beaucoup d'écriture à faire. Et chez HP, ils nous disaient que c'était 20 à 30% du travail qui pouvait être fait par des IA, mais de façon vraiment très qualitative. Et donc, c'était vrai gain de productivité. Mais sinon, et ça, c'est Laetitia Vito qui en parlait dans un podcast qu'on a fait ensemble, que j'ai trouvé chouette. Elle disait, mais c'est marrant, Sam, tu parles de l'IA au futur. Mais en fait, c'est maintenant. Réfléchis. Qu'est-ce que tu as vu, tu vois, qui marchait bien? Pas grand-chose, hein, pour l'instant. Donc, faut rester prudent, je pense, sur le potentiel réel de gain de productivité lié à l'IA. Alors, c'est vrai que dans le documentaire, on entend énormément la question de l'éthique autour de l'IA extrêmement importante, la question d'augmenter l'humain, c'est un engagement fort. En tout cas, tu interviews des personnes qui travaillent dessus, qui font de la recherche dessus, etc. Et c'est vraiment... On sent que c'est quelque chose qui est une préoccupation importante. Alors, tu as fait des interviews en Occident et au Japon. Non, c'était au Japon. Pour le précédent, pour le Japon, mais... Non, pour le précédent, je me mélange les documentaires. Mais voilà, je pense que dans des démocraties, on va dire, je pense que la logique de l'augmentation
elle reste proéminente, puisque tu es quand même allé dans beaucoup de pays, et c'est moi ce que j'ai retenu de façon très forte. Ouais, parce que, pour plein de raisons. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, et ça c'est bien expliqué par Cassie dans le documentaire, Cassie Kozyrkov, qui était responsable de l'IA chez Google, qui a quitté, qui explique, et ça c'est un truc que j'avais pas forcément en tête avant de le faire, ce documentaire, c'est que quand tu remplaces un humain par une machine, que ce soit une IA ou autre chose, en fait, tu remplaces la partie exécution de la tâche. Et tu remplaces pas toute la partie réflexion. Mais avant, et même si c'est une tâche qui paraît d'être très simple, en fait, avant de faire la tâche, il y a la compréhension de quels sont les objectifs, quels sont parfois les obstacles. Et parfois, c'est très clairement dit de façon objective. Parfois, c'est assez tacite, en fait, comme réflexion. Et donc, si tu remplaces tes humains par des IA, pour le jour où ta tâche, elle évolue un tout petit peu, le contexte évolue un peu, des contraintes évoluent un tout petit peu, ta machine, elle est plus forcément réglée pour le gérer. C'est une situation qui est nouvelle. Alors que si t'es un humain, personne ne va pouvoir le comprendre assez facilement. Et ça, c'est un vrai danger, parce que la productivité, on la mesure que sur l'exécution de la tâche. Et donc, tu vas te dire, en fait, je peux remplacer mes humains, ils sont pas productifs là-dessus, les IA sont bien meilleurs que ça. Et sauf que tu remplaces que la partie exécution et pas réflexion. Et donc, a priori, ta boîte est un peu en danger si tu remplaces tout le monde par des IA. Donc, les boîtes n'ont pas intérêt à le faire. Et effectivement, on est beaucoup plus sur la logique d'augmentation. Et aujourd'hui, le vrai enjeu, et c'est ce qui est plutôt chouette, même encore en 2024, pour celles et ceux qui n'ont pas encore testé les IA, c'est que justement, comme c'est des usages qui sont secondaires aujourd'hui, on peut encore y aller maintenant et se dire, l'objectif c'est que tout le monde maîtrise l'IA, soit AI enabled, et que ce soit pas laissé de côté. Le jour où ça aura vraiment de la valeur, si jamais ça en a, tu vois, que l'IA elle peut aller sur des vrais sujets avec la valeur ajoutée, tout le monde soit prêt et que la boîte soit pas à la ramasse. Mais du coup, je fais lien avec l'apprentissage qui est beaucoup évoqué dans ton documentaire. Et moi, ce que j'ai retenu aussi, donc forcément, il y a un impact sur l'apprentissage, mais quelque part, il y a un impact sur l'égalité des chances. Ça, c'était le professeur de Stanford. C'est Eric Brynjolfsson qui en parle avec une étude qui s'appelle Generative AI at Work, qui est la première grande étude mondiale qui s'est posé la question à qui profite l'IA, à qui sert l'IA. Et il a démontré, en faisant une grande étude dans des centres d'appel, que les gains de productivité et de satisfaction ont augmenté énormément parmi les profils les moins qualifiés, plutôt que les profils les plus qualifiés. Et on imagine bien, en fait, parce que c'est clair qu'en fait, l'IA, elle nous permet pas de nous faire monter en compétences, mais de nous faire arriver au même niveau quand on est peu qualifié que des gens qui sont beaucoup plus qualifiés que nous, parce que c'est quelque chose qui va nous compléter, en fait, qui va augmenter la façon dont on bosse. Et ça, c'est la première grande étude, et effectivement, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que du coup, si jamais on a des gens qui sont peu qualifiés, qui montent en compétences, au même niveau que les gens qui sont plus qualifiés, ça pose deux questions. La première, c'est de se dire quel est l'intérêt des gens qui sont très qualifiés à continuer à partager leurs connaissances pour que des gens qui sont moins qualifiés arrivent au même niveau qu'eux dans le résultat de ce qu'ils sont capables de produire. Donc il faut incentiver et rémunérer les plus qualifiés qui vont pas seulement produire, mais qui vont aussi nourrir les machines qui entraînent. Parce que c'est comme ça qu'on entraîne les modèles. Et le deuxième sujet, c'est de se dire aussi, du coup, si jamais les personnes moins qualifiées arrivent au même niveau que moi en termes de résultats, il faut que j'élève mon niveau de jeu aussi. Comment est-ce que moi, je monte en compétences aussi? Et peut-être que je me suis un peu endormi sur mes lauriers, reposé sur mes lauriers, tu vois, ces dernières années, en me disant, j'avais des compétences et j'avançais pas tant que ça. Et là, il y a une vraie question de se dire, est-ce que ce que je fais, c'est utile? Comment est-ce que je peux arriver sur des compétences? Et là, alors, ça peut être des soft skills, parce que c'est des compétences qui sont pas automatisables. Ça peut être sur des niches beaucoup plus pointues. Ça peut être une expertise plurielle, transverse. Plein de choses qui sont possibles à faire en termes de compétences. Mais en tout cas, élever son niveau de jeu, même quand on est très compétent, parce que l'IA vient clignoter. Ce qui est intéressant par rapport à ce que tu dis, il y a deux choses. La première, en fait, c'est que on parle souvent, j'en parlais d'ailleurs avec Laetitia aussi, tu vois, sur ce podcast, de l'importance d'être en apprentissage permanent. Et notamment après, quand on arrive, senior en entreprise, c'est important d'être dans une dynamique où on a toujours appris, où on peut continuer à apprendre, etc. Donc quelque part, l'IA vient stimuler ça. Ouais. Donc il faut surtout pas la prendre quelque part comme elle est prise à raccourci parfois, comme pouvant faire à la place, donc j'ai plus besoin d'apprendre. Au contraire, elle me pousse à devoir apprendre encore un peu plus. Donc ça, c'est la première chose que je note. La deuxième chose, c'est que on sait qu'aujourd'hui, l'entreprise, il y a une préoccupation, c'est le collectif. On a beaucoup individualisé la relation au travail, on a beaucoup individualisé la gestion des équipes. Et en fait, on voit bien quand tu parles de « Ok, moi, comment j'accepte de nourrir de ma connaissance le système et du coup que ça profite aux autres », c'est qu'à un moment donné, si t'as pas une émulation collective, une récompense du collectif, quelque part, je n'ai pas envie d'y contribuer. Donc, ça rend encore plus important, je pense, la notion de renforcer l'aspect collectif, collaboratif même,
dans l'entreprise de coopération, je dirais, pour se dire, en fait, l'IA est un outil aussi coopératif et rétribuer cette coopération. Ouais, complètement. Donc, tu vois, dans cette logique, dans cette dynamique. L'autre chose que ça impacte, et là, je vais faire le lien avec l'interview que je diffusais la semaine avant toi, de Coralie Delphos qui travaille à l'assurance retraite et qui me disait, en fait, ce qui est bien, c'est comme l'IA pourra prendre en charge les tâches répétitives, ça nous permettra de nous concentrer, ce qu'on sait a priori aujourd'hui, sur des tâches plus complexes. Tu parlais au départ de la réflexion amont, de la problématisation, de tout ce qui va être un peu différent. Mais la question que soulevait Coralie, c'est de se dire, finalement, on va gagner du temps, et en même temps, en se soulageant des tâches répétitives, c'était les tâches qui avaient l'impact, qui demandaient l'effort cognitif le moins fort. Ouais. Donc on va être, c'est vrai, dans des activités plus intenses. Et on sait que les neurosciences ont prouvé que plus de 4 heures on avait du mal à être dans une activité très intense au niveau du cerveau, plus de 4 heures par jour. Donc ma réaction au micro pour Coralie, c'était de dire, mais finalement, c'est l'opportunité de proposer d'autres activités aux collaborateurs. Et plutôt que se détendre en faisant un email qui est une tâche répétitive, on pourrait se détendre en faisant une tâche manuelle, une tâche collaborative, une tâche contributive à la société, ou que sais-je. Ouais. Et là, ça se pose la question de... mais comment est-ce qu'on va légitimer ce temps de travail ? C'est-à-dire que tu parlais de productivité au départ, donc la question qui se pose, c'est comment on se dit que ce temps qu'on dégage n'est pas du temps pour charger plus la mule des collaborateurs, parce que de toute façon, à un moment donné, ils ne pourront pas être meilleurs, parce que leur temps de cerveau disponible, pour des tâches intenses, ils ne seront plus, suffisamment vaillants. Donc comment est-ce qu'on va réallouer ce temps, et comment est-ce qu'on accepte de faire évoluer le temps ? Et comme tu as fait, cette question, elle fait un lien avec ton documentaire précédent qui s'appelait Time to Work, dans lequel tu questionnais le temps de travail et la qualité du temps de travail. Et là, je me dis, il y a un débat qui va sortir, effectivement, si on sort de la logique de productivité. Je sais pas si ma question est peut-être pas très claire, mais tu suis mon raisonnement. Elle est très claire, et j'ai plein de choses à te répondre là-dessus. Je vais essayer d'être clair moi aussi. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que déjà dans un premier temps, il faut pas qu'on accepte que toutes les tâches routinières soient faites par les IA, parce que effectivement certaines agissent comme des bulles d'air dans une journée, et on peut pas faire, tu l'as dit, des tâches à haute intensité intellectuelle. Tu peux pas faire 8 heures d'entretien par jour, tu peux pas faire 8 heures de conférence dans la journée enchaînée. T'as besoin, alors effectivement ça peut être envoyer un email, mais ça peut être un truc plus intéressant que ça. J'ai vu des gens des boîtes, c'était une boîte industrielle à Singapour, qui avaient des collaborateurs sur leur temps de travail. Ils faisaient des tâches routinières, tu vois, dans leur job, et ils avaient un temps qui était alloué pour gérer un potager partagé. C'est ça. Ça, donc, c'est super. Ils sont payés sur ce temps-là. C'est pas ceux qui sont volontaires sur le loisir. C'est ceux qui sont volontaires, peuvent le faire, mais sur votre temps de travail. Et c'est considéré comme le temps de travail, vous êtes payé pour ça aussi, pour entretenir ce potager. Voilà. Bon, ça, c'est un premier sujet. Et donc, il y en a besoin pour l'effet bulle d'air, et il y en a surtout besoin pour la courbe d'apprentissage. C'est-à-dire qu'il y a des tâches. En fait, on a quand même besoin de maîtriser le processus, et se reposer sur les IA, c'est un vrai problème. Et donc, exemple très bête, une offre d'emploi, quelqu'un qui en a rédigé 1000, effectivement c'est génial de pouvoir s'appuyer sur une IA pour le faire. Quelqu'un qui est débutant et en RH et qui rédige une première offre d'emploi, c'est génial pour arriver à se projeter sur comment est-ce qu'on parle à des candidats, comment est-ce qu'on met en avant l'entreprise, qu'est-ce qui est saillant, peut-être aller discuter avec le manager qui va recruter et essayer de mettre en avant un petit peu le quotidien de ce qui va se passer dans le job. Donc il faut qu'on garde quand même des tâches qui peuvent paraître parfois routinières, parce qu'il y a un enjeu de courbe d'apprentissage. Ensuite, sur la question sur les gains de productivité, qu'est-ce qu'on en fait ? Ça c'est une vraie question. Il y a 3 possibilités. Soit, effectivement, on produit plus. C'est ce qu'on a toujours fait. Et si on se pose pas la question, c'est ce qui va se passer. Soit, on réduit le temps de travail. Alors, ça fait écho à la semaine de 4 jours. Ça peut faire écho à d'autres façons. On peut réduire le temps de travail de plein de façons différentes. Soit, on améliore la qualité de ce qu'on fait. Et on accepte aussi que quand on est recruté pour un job, on n'est pas recruté pour être staffé à 100% de ses capacités. On est recruté en tant qu'humain, pour apporter de la valeur à l'entreprise de plein de façons différentes. Et donc, il y a la fiche de poste sur laquelle on dit ce qu'on doit faire, mais il y a tout ce qu'on peut apporter aussi en dehors de cette fiche de poste. Et ça fait écho à une conversation que j'avais en off avec Cassie Kozyrkov, qui était du coup toujours cette responsable de l'IA chez Google, qui expliquait qu'il y avait un chiffre qui était gardé secret au plus haut chez Google, qui était le taux d'occupation des équipes, et que ce taux d'occupation ne devait pas être de 100%. Il le mesurait, parce que c'est une boîte data, et
et en fait, il donnait pas le chiffre, mais il disait que c'est un petit peu en dessous. Pas parce qu'on veut que les collaborateurs se sentent bien et du temps pour eux, peut-être, mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de dire, mais en fait, on veut qu'ils soient capables d'innover. Et que quand il y a une conversation intéressante à la machine à café, une nouvelle idée qui germe, en fait, ça reste pas lettre morte et que quelqu'un puisse s'en saisir, qu'on puisse directement lancer, initier le projet. Et une boîte qui n'est pas capable, qui est staffée à 100%, c'est une boîte qui n'innove pas, qui peut pas lancer de nouveaux projets. Et donc, on peut accepter que ce temps-là qu'on va gagner peut-être avec les IA ou avec d'autres choses, il soit fait pour ne pas produire plus, mais produire mieux, avoir plus de temps. On a l'impression qu'on court après le temps dans plein de jobs, juste faire mieux ce qu'on faisait, et peut-être réduire un peu le temps de travail. Ça nécessite quand même un changement de paradigme. Tu vois, l'histoire du potager. Alors, je discutais avec le directeur général du Cofidis France il n'y a pas longtemps, qui m'expliquait que lui, il souhaitait réduire le temps de travail, non pas pour réduire le temps de travail tout court, mais pour pouvoir allouer aux équipes du temps pour des actions à faveur de l'environnement sur leur temps de travail. Mmh. Donc on va vraiment dans cette dynamique. Mais il y a quand même, ça nécessite quand même, tu vois, un changement de paradigme, de pas se dire, en fait, ce gain de productivité va être pour faire plus, mais ce gain de productivité va être quelque part pour faire mieux. Parce que c'est un peu ça. Mieux soit pour l'environnement, mieux pour l'humain, mieux pour l'innovation de la boîte. On perd pas la notion de performance. Le critère de performance reste là. Mais je pense que c'est quand même un changement de paradigme. C'est un changement de paradigme, mais je pense que les boîtes n'auront pas le choix parce que c'est pas la direction qui va trouver les gains de productivité. C'est les personnes qui sont sur le terrain, en fait. Parce que c'est elles qui connaissent les contraintes et ce qui se passe dans leur job. Et la direction, elle va peut-être identifier quelques gains de productivité sur des grands use cases et c'est clair qu'elle en verra comme ça. Mais vraiment, la façon dont on peut gagner du temps avec les IA, c'est les personnes qui sont sur le terrain, qui utilisent les outils au quotidien, qui vont les trouver. Et elles auront aucun intérêt à le faire remonter si jamais c'est pas en fait, si jamais elles savent que ces gains de productivité seront alloués uniquement à faire la croissance et qu'elles vont pas bénéficier aussi peut-être de plus de temps pour le faire. Et ça fait écho à un data scientist qui avait réussi à automatiser son job en 10 minutes par jour, et dans une boîte juridique qui comprenait rien à ce que lui faisait, et en fait a fait le choix de ne pas le dire à ses collègues qui ne bossaient plus et qu'en fait c'était un programme qui faisait tout à sa place. Et si on veut pas que ça arrive, les boîtes ont tout intérêt à engager tous leurs collaborateurs dans la décision d'allocation de ces gains de productivité. Et de se dire, peut-être que on va répartir sur ces 3 catégories. On va se dire, peut-être qu'il y a une partie de ces gains de productivité qui sont alloués à la croissance. On va plus produire 40, on va produire 60. Mais peut-être que on va pas tout allouer à ça. Peut-être qu'on va aussi en profiter pour se dire qu'on bosse une demi-journée de moins. Et puis qu'on a plus de temps pour faire mieux. Et cette demi-journée de moins, est-ce que c'est laissé juste en mode faites-en ce que vous voulez, ou est-ce que c'est pour des projets d'entreprise, mais pour se dire qu'on a d'autres objectifs? C'est pas que la croissance, mais effectivement peut-être que c'est s'occuper du territoire local, s'engager pour la biodiversité, s'engager pour la diversité, s'engager pour peu importe les sujets sur lesquels la boîte... Pour l'humain aussi, voilà, la solidarité. Ouais. Mais d'ailleurs, je crois que c'est mentionné dans le documentaire, je crois, le cas de ce data scientist. Enfin, en tout cas, je me souviens de l'avoir. J'en parle à la fin du documentaire, quand on... En fait, c'est pas dans le documentaire directement, mais dans les petites questions que j'aime bien poser à la fin, je mentionne ce cas de data scientist dans les interventions. Je ne savais plus. Revenons-en sur le temps de travail, parce que donc il y a ça fait un an et demi que tu as sorti le documentaire Time to Work. Hein. Ouais, avril dernier, avril 23. Attends, un an. On en est où? C'est quoi ton regard? Quelles ont été les réactions? Parce que quand tu sors un documentaire, tu vas animer des débats dans les entreprises. On en est où de cette réflexion? Parce qu'on voit scander la semaine de 4 jours, ce qui est très bien, mais finalement, je répondais sur un post tout à l'heure que j'avais un invité à l'automne sur le podcast, qui est un délégué régional de la DRH, qui disait que lui, il disait qu'on pouvait penser semaine de 4 jours, mais aussi de 6, parce qu'il y avait des collaborateurs qui souhaitaient avoir un volume réduit sur la journée pour faire autre chose. Voilà. Qu'est-ce que toi, t'as glané dans ton... Pas mal de choses, mais ce qui est intéressant, alors on pourra parler de la semaine de 4 jours, mais déjà, moi, ce que je retiens principalement, c'est que dans le documentaire, je propose 2 visions, celle qui invite à séparer franchement la vie personnelle de la vie professionnelle, ce qu'on a toujours appelé l'équilibre pro-perso, et celle qui invite plutôt à tout mélanger, la recherche d'une harmonie, ce qu'ils appellent Life-Work Integration chez Patagonia. Et en fait, quand je fais des sondages, et là maintenant, tu vois, je comptais, je l'ai fait chez plus de 6000 personnes, ce sondage-là, donc de plein de catégories différentes. On arrive quasiment tout le temps à 50-50, de gens qui se reconnaissent plus dans une vision que dans l'autre. Et franchement, l'écart n'a jamais dépassé 40-60. C'est complètement dingue à quel point, dans toutes les salles, peu importe les profils que j'ai en face de moi, les gens ont 2 façons vraiment de voir le travail. Est-ce que c'est lié aux cycles de vie? Aux étapes de vie, pardon.
Non, je pense que j'ai eu de tous les âges, j'ai eu plein D'accord. de moments, enfin vraiment c'était, pour le coup il y avait 6000 personnes, c'est des profils très variés, autant j'ai fait des projections avec des postiers, que j'ai fait avec, du tertiaire, avec de l'industrie, et de tous les âges, tu vois, des cas dirigeants, des gens qui sont managers, d'autres qui sont managés, et de tout. Et à chaque fois vraiment on avait ces deux visions du travail qui s'opposaient, qui étaient à 50-50. Donc je pense pas qu'il y ait une bonne réponse. Après sur la semaine de 4 jours, bon on en a parlé énormément avant le film, après le film encore plus, on en parle toujours aujourd'hui. Moi, j'avais le sentiment... c'est toujours un sujet brûlant. Parce que pas plus tard que hier, je préparais une intervention et puis je dis est-ce qu'il y a un sujet que vous voulez pas qu'on aborde ah oui, surtout ne parlez pas de la semaine de 4 jours, je sais, c'est pour ça que je vous posais la question. Qu'un acteur, tu vois, un grand groupe français qui dit bah non, en fait, on veut pas en parler parce que c'est un sujet, on sait que les gens le veulent, mais on n'est pas capable d'avancer encore dessus, donc on peut en parler. Et justement, faut en parler pour expliquer pourquoi vous voulez pas avancer dessus. Et puis que vous disent pourquoi est-ce qu'ils veulent avancer dessus. Mais ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression que quand on avait fait le documentaire il y a 1 an et demi, quand on a tourné, c'était pas du tout un sujet de revendication, tu vois, c'était pas quelque chose qui était attendu par les salariés. Et dans le documentaire, Laurent Laclergerie, quand il en parle, il explique non, il n'a pas dit dans le documentaire ça, mais il explique que la légende veut que quand il a annoncé le passage à la semaine de 4 jours, sa responsable syndicale a avalé son chewing-gum d'étonnement, si tu veux. Donc c'est pas une revendication, c'était pas demandé par les membres. En revanche, aujourd'hui, ça l'est, ça commence à être un sujet même dont s'en parlent les syndicats comme étant un levier de négociation, et c'est demandé par les collaborateurs aussi. Donc je pense qu'on en aura de plus en plus, et on y viendra peut-être parce que l'IA, en fait, parce que si réellement il y a des gains de productivité qu'on alloue à la baisse du temps de travail, ça peut être ça. Mais je te rejoins, moi, sur le côté pourquoi 4 jours, pourquoi pas 5, pourquoi pas 6, pourquoi pas 7, en fait, tu fais un peu ce que tu veux. Et c'est ça qui est intéressant chez LDLC, c'est que le rythme est passé à 4 jours, mais en revanche, il y a plein de gens qui ont dit mais en fait, moi je veux le faire en 5 ou en 6. Bon, bah ok, libre à toi. Organise-toi comme tu veux. Ah, je savais pas ça. Mais tu vois, c'est intéressant parce que là, je te citais, ce DRH, c'est dans une région montagneuse, toi qui adore le ski. Et en fait, pour avoir travaillé dans ces régions, il y a beaucoup de collaborateurs qui sont arrivés sur les webcams. Ouais. Et quand il y a neigé, ils veulent aller skier. Ouais, carrément. Et donc, pour eux, avoir une semaine sur 6... Mais ce DRH me disait, si je pouvais légalement, je ferais 7 jours. C'est pour avoir cette latitude d'aller skier. Après, forcément, quand tu es à Paris et que tu as du transport pour venir travailler, la logique de faire 4 heures par jour, elle n'est pas super intéressante. Donc en fait, voilà, c'est pour ça que j'ai tendance à penser qu'il n'y a vraiment pas une réponse unique, parce qu'il y a tellement de facteurs qui... Puis après, ça dépend du métier. Ça dépend du métier, ça dépend de ta vie. Là, on était sur un métier de sécurité, donc en fait, agent de sécurité qui avait de toute façon des durées sur lesquelles ils peuvent pas rester plus qu'un certain temps. Donc voilà, donc il y a plein de choses qui jouent. De ta vie, de plein de choses. Donc lui il disait, son point, c'était de dire on va arriver à un travail complètement à la carte. En fait, il disait que le télétravail n'était même plus le débat. Pour lui, c'était une flexibilisation. On verra où on va. En tout cas, c'est clair que l'IA va jouer un rôle là-dedans. Pour finir sur notre échange, je voulais que tu parles de la prochaine thématique, parce que quand tu termines un documentaire, tu en commences un autre. Oui, toujours. Il n'y a pas beaucoup de jours qui passent entre les deux. Voilà, tu as partagé avec nous, lors de la projection de l'avant-première, quelle était la thématique sur laquelle tu avais envie de te lancer. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ouais, en fait, j'avais plusieurs sujets en tête, et puis je me suis dit qu'ils marcheraient bien si je les réunissais tous. J'ai pas le titre du documentaire encore, mais le sujet que je vais explorer, il est à la jonction entre les compétences, la transformation des entreprises et l'engagement des entreprises sur les sujets de société. En fait, ce que j'ai envie de faire, c'est un documentaire où on part du principe que les boîtes se transforment tout le temps. Mais elles vont devoir plus encore que jamais se transformer aujourd'hui pour répondre aux défis, pas de demain, mais d'aujourd'hui. Mais si elles se transforment, du coup, si elles veulent répondre aux défis de demain, il va falloir accepter des pivots de business model. Parfois, ça sera des petits écarts, parfois, ça sera des grands écarts par rapport à ce qu'elles font aujourd'hui. Concrètement, ça veut dire on change complètement les produits, ou alors on change quelques petites gammes, quelques façons de faire, quelques trucs. Bon. Mais si on veut faire ça, il faut qu'on ait de nouvelles compétences en interne, qu'on n'a pas forcément. Il y a un enjeu de reskilling, de reformation de nos collaborateurs sur des compétences qu'ils n'ont pas du tout. Il y a une obsolescence des compétences aussi, donc il y a une mise à jour forcément. Et puis il y a plein de compétences holistique, en plus des compétences métiers à avoir. Moi, je vois de plus en plus de boîtes qui, par exemple, se débarrassent du service RSE et se disent que la RSE, c'est un sujet pour tout le monde, en fait. Et donc, on va demander que tu sois en marketing, en supply chain, en sales. Comme l'innovation il y a quelques années. Comme l'innovation, comme l'IA dans quelques années, comme l'anglais il y a des années, comme, tu vois, la digitalisation, bah ouais, on te demande de savoir envoyer un mail. Pas de juste envoyer une carte par la poste. Donc, il y a ces compétences-là. Et ensuite, le sujet que j'ai envie de creuser vraiment à partir de là, c'est de te dire, ok, donc il y a ces compétences. Comment concrètement on transforme une boîte ? Comment est-ce qu'on passe d'une bonne idée
à un pilote, 2 pilotes, 3 pilotes, comment est-ce qu'ensuite ça essaime dans l'entreprise, comment est-ce qu'on passe à un déploiement à grande échelle dans un grand groupe de plans de transformation, comment est-ce qu'on fait pour maintenir une culture forte, et comment est-ce qu'on fait surtout pour accompagner les personnes qui se reconnaissent plus dans ce projet-là. Donc ça, c'est un gros morceau sur le comment. Tu vois, ce qui manquait dans les documentaires précédents, sur lesquels on parlait de plein de choses, mais on n'expliquait pas comment est-ce qu'on faisait, de très loin, très vite fait. Là, vraiment, ça sera l'angle principal du documentaire. Et tous les exemples de documentaires seront des exemples qui seront sur des sujets de société. Tu vois, moi, j'ai envie qu'on parle, alors bon, de climat, évidemment, quand on parle d'engagement des boîtes, on parle de climat, mais ça, il y a beaucoup de contenu là-dessus, j'ai pas envie que ce soit que ça. J'ai envie qu'on parle de démographie, qui pour moi est une tendance super forte, avec l'emploi des seniors. Très, très important. Et alors, emploi des seniors, il y a plein de choses, tu vois, mais c'est pas juste les jobs entre 55 et 65 ans. Non. C'est aussi comment, tu vois, il y a des pays, moi j'ai beaucoup été au Japon, du coup, comment est-ce qu'on fait bosser sur des rythmes très différents, des gens qui ont 70 ans et qui ont envie de bosser encore, mais différemment. Bon, voilà, plein de sujets comme ça, et un sujet aussi de territoire et lien social. En tout cas, c'est les 3 grands sujets que j'ai choisi d'explorer. Il y en a plein d'autres sur les sujets de société, mais ceux que je vais explorer, c'est climat, territoire, lien social et démographie. Alors, je pense que c'est 3 sujets très importants, parce que le sujet du territoire, il est absolument fondamental. Le sujet de la seniorité, mais je te rejoins, moi perso, je réfléchis à mes orientations métiers parce que j'ai envie de travailler jusqu'à... Je regardais s'il y avait encore des conférenciers qui avaient 75 ans. Oui, il y en a, bien sûr. Hein. Tu vois, donc vraiment, c'est cette logique-là, donc ça, je pense que c'est important. L'autre chose par rapport à ça, c'est aussi que la seniorité, comme je dis souvent aux plus jeunes, ça se prépare à 30 ans, parce qu'en fait, c'est... la façon dont tu t'es challengé, dont tu as appris toute ta vie, dont tu as pivoté, les réflexions que tu as eues, qui fait qu'à un moment donné, tu peux rester aussi... t'es à l'aise dans ce monde-là, en fait. À l'aise dans ce monde-là. Et puis le sujet de l'environnement, bien évidemment. Bah écoute, je pense qu'on aura hâte d'y assister. Alors, en attendant, on va pas mettre la charrue avant les bœufs. Le documentaire, en ce moment, il est dispo sur des plateformes sur lesquelles on peut s'abonner, c'est ça ? Oui, on peut l'acheter, le louer, on peut le passer par des plateformes aussi, il y en a plein, mais vous retrouvez tous les liens sur whipdocumentary.com, et là il y a tout ensuite, et en fonction des pays où vous êtes, il y a le bon lien. Je mettrai le lien, et on peut aussi t'appeler pour intervenir en entreprise, pour animer des réflexions, des débats sur le sujet, parce que je sais que c'est au cœur de beaucoup d'échanges. En fait, les gens sont un peu presque obnubilés parfois sur le sujet. Avec des réflexions parfois très techniques et pas... Voilà, donc ça amène un autre angle de vue. Bah ouais, carrément. Que de comment savoir prompter. Oui. Ce qui est un sujet, mais ce qui est pas le débat, en fait. Je le fais parfois aussi en atelier, c'est marrant, tu vois. Là, dernièrement, j'ai fait une après-mentière où j'ai fait 1 heure de conférence et après 2 heures d'atelier, où c'était des RH et je leur ai fait prompter plein de trucs qui étaient très marrants, qui sont actionnables ensuite, tu vois, sur offre d'emploi, sur se projeter avec un candidat, c'était rigolo aussi, mais c'est marrant, j'aime bien tout ça. Mais j'interviens surtout sur des formats projection, débat, conférence, pour prendre un peu de hauteur et surtout appréhender ces sujets-là. Et ouais, avec plaisir, écrivez-moi pour en faire. Bah écoute, merci beaucoup Sam. À bientôt. Merci Delphine. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est sans doute que l'épisode vous a plu. Merci alors de le partager à 2 personnes autour de vous et de mettre une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est ce qui nous fait ressortir dans les classements, permet au podcast de grandir, de profiter au plus grand monde, et puis ça m'encourage aussi. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la page L'entreprise de demain de LinkedIn pour ne rien manquer de l'actualité du podcast. Et à la newsletter, devenez le leader que vous voulez être pour ne rien manquer des contenus exclusifs que je vous propose. Et puis, si vous avez besoin d'accompagnement dans le développement de votre leadership ou de celui de vos managers, ou si vous cherchez la prochaine conférence qui inspirera vos managers, écrivez-moi. J'interviendrai avec plaisir. Je prends toujours grand soin de mes auditeurs et auditrices. J'adore travailler avec vous. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine.